Je ne sais pas si en tant qu'animateur, je suis habilité à lancer la table ronde ou s'il faut que j'attende le patron, le grand patron, le grand Manitou. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance les choses. On va vous proposer aujourd'hui une sorte d'expérience un petit peu inédite dans le cyberespace Pierre Cardin. On va vous parler de transformation digitale et on va essayer de parler de la chimie ou de l'alchimie qui fait la transformation digitale, qui engage plusieurs protagonistes, plusieurs types d'acteurs. Et on va étudier le frottement, les interfaces, les tensions éventuelles qui déclenchent la transformation digitale et qui permettent à cette transformation digitale petit à petit de s'accélérer. Expérience un tout petit peu inédite ou table ronde un peu inédite parce que souvent on fait des tables rondes monolithiques, il y a 4 DRH qui interviennent ou 4 patrons du digital ou 4 cabinets conseils. Et là aujourd'hui on a un casting beaucoup plus diversifié puisque autour de moi j'ai Blandine Langlois, DRH, je vais peut-être te laisser te présenter puisque c'est la seule représentante DRH de la table ronde. À toi la main. Alors oui, donc je suis Blandine Langlois, DRH de la société Rue du Commerce depuis relativement peu de temps. Enfin, je vais bientôt fêter mes 1 an dans ce joli monde du digital. Voilà, je suis arrivée le 7 octobre, donc date anniversaire presque. Et puis auparavant, j'ai travaillé chez Editis, dont on pourra éventuellement parler en termes de transformation digitale, et dans d'autres secteurs d'activité, chez Publicis, dans le monde de l'automobile, aussi dans l'informatique. Voilà. Un chiffre clé pour se repérer, l'effectif de Rue du Commerce et peut-être aussi, c'est intéressant, le taux d'encadrement. Alors aujourd'hui, Rue du Commerce, c'est 350 personnes. Et en termes d'encadrement, on est à peu près, on est un petit peu en deçà, on est 39%, enfin en deçà de 40% de cadres. Parfait, merci Blandine. Alors à ta droite, l'un des 2 patrons digitaux présents aujourd'hui, Arnaud. Et même question, ta position actuelle et peut-être aussi ta position antérieure, puisqu'on va évoquer tes 2 responsabilités précédentes et les 2 processus digitaux que tu as pu contribuer à accélérer. Donc Arnaud Vilgus, et donc je suis le directeur commercial et e-business de Relais et Château. Et auparavant, j'ai exercé une dizaine d'années au sein du groupe Kering, donc chez Conforama en particulier. Même question qu'à Blandine, l'effectif digital au sein de Relais Château, c'est 1, c'est 20, c'est 100 personnes? Alors on est une petite équipe en fait digitale avec aussi pas mal de prestataires qui finalement travaillent pour Relais et Château, et on est environ une équipe de 6 personnes sur la partie digitale. Chez Confo, c'était combien de personnes? C'était forcément un peu plus, parce que Conforama avait déjà une activité de e-commerce depuis 6 ou 7 ans, je crois. Alors c'était un peu plus compliqué de vraiment définir chez Confo vraiment les ressources digitales parce qu'elles étaient mutualisées avec les ressources de la globalité de l'entreprise. On avait vraiment une core team, on va dire à peu près 20 personnes sur l'équipe digitale, mais bien sûr elle s'appuyait sur toute la structure informatique de Conforama, les équipes sourcing de Conforama également, donc c'était vraiment beaucoup plus vaste finalement quelque part. Merci, on va passer le micro à Marie. Marie est donc la 2e représentante de la population Chief Digital Officer. Donc, Marie Stoclet-Bardon, je suis donc directrice de la vente à distance chez Fauchon depuis un peu plus de 3 ans. Dans mes parcours précédents, je crois que vous l'avez évoqué Pierre, j'ai été directeur marketing de la Maison du Chocolat. Et en fait, chez Fauchon, donc 3 ans en charge de tout ce qui était vente à distance, donc comprenant le e-commerce. Et puis depuis 6 mois, je suis en plein dans la transformation, puisqu'en fait, j'ai repris le copilotage des magasins de la Madeleine, qui était, j'anticipe pas sur la discussion de tout à l'heure, mais l'un des éléments qui faisait qu'on pouvait transformer alors qu'on ne pouvait pas avant. Et donc juste après la table ronde, nous avons une visite guidée. Donc à partir d'ici, on se déplacera jusqu'à la place de la Madeleine ou à la place du cocktail de Franck Prime. Nous aurons une dégustation des produits maison. 3e population représentée sur cette table ronde, le monde du conseil. Alors, bien sûr, par moi-même, puisque je dirige un cabinet de chasse de tête, conseil en ressources humaines, Blue Search Conseil, qui est dédié au digital. Mais parlons de Jean-Baptiste, surtout de Jean-Baptiste et de sa position chez Talenco.
Donc voilà, je suis le fondateur de Talenco, qui est un cabinet spécialisé sur la formation aux impacts du digital sur les différents métiers de l'entreprise. Bon, au quotidien, notre métier, c'est d'accompagner cette transformation digitale au niveau des compétences. Moi, c'est une partie de ces compétences sur lesquelles j'ai toujours été. J'ai fait 13 ans de Ségos, j'ai été après dans un cabinet de conseil RH, et je me suis rendu compte un jour qu'il y avait un vrai sujet qu'on ne pouvait pas dissocier, qui était le digital et des nouvelles compétences adaptées à cette transformation. Voilà. Super. Alors, une question, c'est la première question piège. Définir la transformation digitale. Parce que si on ne définit pas ce que c'est que la transformation digitale, est-ce qu'il y en a un de vous quatre qui veut se lancer, peut-être Jean-Baptiste finalement, puisqu'il a encore le micro. Qu'est-ce que la transformation digitale? Ce mot qu'on utilise aujourd'hui à tort et à travers, qu'on voit à la une de Femmes Pratiques, de Libération et de Pariscope.fr. Oui, la grande originalité de cette transformation, on parle aussi de révolution digitale, on l'associe à la révolution industrielle, mais c'est la première fois où on a un tel changement qui est impulsé par les clients, par les consommateurs. Et aujourd'hui, on a un décalage énorme entre les usages, les parcours d'achat des clients, des consommateurs, et ce que proposent les entreprises aujourd'hui. Je crois que si on prend un peu de recul, finalement, ces 30 dernières années, on était sur un modèle où c'était l'entreprise qui dictait ses canaux. Voilà, on se prend la pub à la télé, etc. Sauf le client, le consommateur, il ne croit plus à tout ça. C'est lui qui est devenu le maître de tout cela. Donc moi, je vois trois choses à cette transformation digitale. C'est avant tout une révolution liée à des comportements clients, des parcours d'achat. La deuxième chose, il y a forcément un lien fort avec la technologie, où la technologie est présente partout et à plein de moments de ce parcours client. Et puis le troisième aspect pour moi de cette transformation digitale, qui est aussi impulsé par cette génération Y, c'est que ça modifie en profondeur les modes de travail dans l'entreprise. La question, c'est comment on passe dans une logique, je crois qu'on en parlait un petit peu avant, d'agilité, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter très vite à des environnements qui vont changer de façon permanente. On passe d'une logique de changement occasionnel ces dernières années. Bon, voilà, il y a un système informatique qui arrive, etc. Tous les 5 ans, on vit un gros changement. Sauf que là, c'est complètement itératif. C'est tous les jours. Donc, il y a c'est un aspect, en tout cas, de cette transformation digitale, de modifier les modes de travail pour développer l'agilité et le mode collaboratif, et puis l'ouverture qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui se passe et de comprendre vraiment notre environnement. Tu viens d'évoquer toutes les forces de propulsion et d'accélération. Ce que je vous propose, c'est qu'on évoque aussi les résistances et les conservatismes, ceux que vous avez subis en tant que patron du digital. Donc là, j'ai plutôt posé la question dans un premier temps à Marie et à Arnaud. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Pour aller dans le sens de Jean-Baptiste, un des éléments, et je vais répondre à ta question, c'est qu'en fait, moi, je dis à tout le monde en interne, regardez ce que vous êtes, un peu de bon sens. Regardez comment vous achetez aujourd'hui, regardez quels sont vos comportements. Et nous sommes tous, nous, dans les entreprises, en retard par rapport à ce que nous sommes à l'extérieur de nos entreprises. Donc écoutez-vous en tant qu'individu et projetez-vous. Ayez un peu de bon sens en vous écoutant pour vous dire, mais finalement, qu'est-ce que dans l'entreprise je peux apporter au profit de mes clients ? Donc les résistances, c'est finalement que beaucoup de gens ne s'écoutent pas, ne se regardent pas agir et en fait sont dans la peur du changement, d'abord parce qu'effectivement il y a un élément technologique qu'ils ne maîtrisent pas. Donc c'est vrai que cette absence de maîtrise, je le vois tous les jours, ça fait peur et donc je ne veux pas rentrer dedans, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est je défends mon bout de gras. Typiquement le e-commerce, pour ceux qui ont pu se heurter à ce genre de difficultés, ça va piquer du business au magasin physique. Ça c'était la première. Donc je protège mon magasin physique et surtout je fais en sorte que l'e-commerce n'y rentre pas. Arnaud, peut-être par rapport à ce qui s'est passé chez Confo, ce que tu as initié chez Relais et Château, quelles ont été les oppositions ? Chez Conforama, je pense qu'on a été vraiment au cœur de cette révolution digitale. On a été le premier site de e-commerce en France finalement à proposer ce qu'on appelait du pick and collect. Donc c'est je commande en ligne et je retire mon produit directement en magasin. On s'était dit que c'était déjà systématiquement un moyen finalement de connecter l'établissement avec le client et avec notre site web. Clairement, on a été surpris par les réticences internes, en particulier des vendeurs, à finalement cette mise en place et cet outil qui nous semblait déjà à l'époque, c'était 2001, donc ça date quand même, qui était déjà très innovante finalement dans l'état d'esprit. Néanmoins, en fait,
je pense que les réticences sont liées aussi à une remise en cause même du business model de l'entreprise elle-même. C'est vrai qu'on n'avait peut-être pas été jusqu'au bout, nous, de notre évolution digitale. On avait déjà anticipé cette possibilité d'acheter, de collecter ce produit dans un point de vente très tôt. Néanmoins, on n'avait pas pris l'ampleur de ce que cela pouvait générer chez nos vendeurs. À savoir qu'un vendeur, il est payé sur une commission qui est faite lorsqu'il effectue une vente. Et là, clairement, lorsqu'on vend finalement un produit dans son magasin via le site web, clairement, eh bien, on va lui prendre une partie de sa rémunération finalement. Ouais, ou en tout cas, il a le sentiment de ça. Pensez à cela, parce que Sephora distribuait au prorata de la part faite par le magasin dans le chiffre global de l'entreprise l'accélération du chiffre d'affaires du e-commerce. Donc il y avait la possibilité pour les magasins de profiter de la croissance du e-commerce. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est que généralement, il faut bien penser, lorsqu'on veut insuffler un mouvement digital, les impacts que peuvent avoir les décisions qu'on va prendre au niveau digital sur l'ensemble, finalement, de l'organisation de l'entreprise et de la rémunération des collaborateurs. Ensuite, je pense qu'il faut expliquer justement cette révolution et l'intérêt, finalement, de cette révolution pour les collaborateurs. Parce que changement égale toujours un peu peur. Et donc, il y a une conduite du changement très, très importante à réaliser pour également construire finalement avec les collaborateurs un modèle qui va être gagnant-gagnant. Et c'est à partir du moment où je pense qu'on a mis en place un système qui devient gagnant-gagnant que finalement, la chose peut prendre même des proportions qu'on n'a même pas imaginées. Un exemple type, vous êtes dans un magasin, vous avez un assortiment qui est de facto limité, puisque vous n'avez pas des surfaces de vente très importantes parfois vous avez des grandes surfaces, mais pas forcément celles que vous avez également sur le site web. Vous avez un assortiment sur le web qui est quasi illimité. Donc l'un des points qu'on avait évoqué aussi à l'époque déjà chez Conforama, c'était de pouvoir donner accès à nos vendeurs à un assortiment qu'ils ne pouvaient pas vendre dans leur magasin. Et là, ça commence à changer, on va dire, les choses, puisqu'ils commencent à voir, finalement, ils vont pouvoir multiplier les opportunités de vente des produits qu'ils n'avaient pas la possibilité de vendre auparavant. Voilà. Et ça a été, alors c'était après mon départ, mais ça a été jusqu'à un projet qui a été mis en place par les équipes qui ont pris la succession, mais la possibilité d'équiper tout simplement les vendeurs d'une tablette directement et de la possibilité de leur donner accès à cet assortiment et d'effectuer finalement cette vente en ligne avec eux directement. Voilà. Chez Relais et Château, typiquement, autre exemple, ça a été plus d'un point de vue communication. Hein. On a très tôt interrogé nos clients, on s'est aperçu qu'ils étaient hyper équipés d'iPad. Population 13 CSP+. Voilà. On avait un guide papier qui est un guide qui existe depuis des années, qui a été un peu d'ailleurs fédérateur de ce mouvement de Relais et Château. Eh bien, on s'est dit qu'on avait une formidable opportunité de réinventer ce guide. Et là, c'est là aussi un point majeur, c'est quand le digital permet une créativité et permet d'exploser finalement les limites que vous aviez auparavant, les collaborateurs adhèrent d'autant plus, et nous, typiquement les établissements, adhèrent d'autant plus, puisque justement, on va pouvoir, d'un guide papier où vous aviez 3 visuels, proposer 50 visuels, des vidéos, des tas d'informations complémentaires qui vont valoriser chacun de nos établissements à travers le monde. Parfait. Tu as parlé de conduite du changement, donc pour rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde, quel est le rôle joué par le DRH, la DRH, dans cette conduite du changement? Alors, la question est forcément pour Blandine, peut-être avec une illustration Editis. Alors, probablement plus avec une illustration Editis, parce que pour quand même situer Rue du Commerce, je dirais que le digital chez Rue du Commerce précède largement l'arrivée de la fonction ressources humaines. Absolument. Et puis Rue du Commerce est un pure player. C'est un pure player, c'est une entreprise qui a 15 ans d'ailleurs cette année, qui est née en 1999. La fonction ressources humaines, au sens un responsable ressources humaines, est arrivée en 2009-2010, et l'équipe s'est dimensionnée en fait vraiment en 2012-2013. Donc en fait, l'arrivée de la fonction ressources humaines chez Rue du Commerce est relativement récente. Donc je vais quand même témoigner sur la conduite du changement, parce qu'on est en pleine transformation dans l'entreprise, peut-être pas sur les axes qui ont été évoqués à l'instant. Pour autant, je dirais que la fonction ressources humaines a un rôle à jouer. Alors, je dirais pour rattraper, alors j'aime pas dire pour rattraper un certain retard, mais pour être en cohérence
avec ce qu'on est, avec notre modèle. C'est-à-dire que les cordonniers étant les plus mal chaussés, on est très peu présent sur les réseaux, on a très peu d'outils au niveau de la fonction RH, etc. Donc c'est une petite révolution à notre niveau que de se dire il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on est, avec notre ADN. Digitaliser la fonction des ressources humaines. Voilà, c'est peut-être pas forcément des outils plus modernes, commence, plus en tout techno. cas. Moi, je suis arrivée il y a un an, ne serait-ce que diffuser nos offres sur Twitter, etc., se dire qu'on peut raisonner dans nos outils sur un coffre-fort électronique ou sur la mobilité, etc. Mais c'est relativement, paradoxalement, c'est relativement récent. Voilà. Alors ça, c'est pour rue du commerce, et je dirais que j'ajouterais quelque chose d'un peu en clin d'œil, et voilà, parce que finalement, on mène une transformation à la fois de la fonction ressources humaines, enfin la digitalisation de la fonction, et à la fois la transformation, elle est presque plus dans des choses un peu traditionnelles, d'accompagnement du management, de professionnalisation de la ligne managériale, etc. Notamment aussi, parce que c'est pas parce qu'on a des managers jeunes qu'ils ont forcément une façon de faire agile, et donc il y a un accompagnement à faire à ce niveau-là. Et donc on est peut-être sur des axes un petit peu plus classiques, y compris dans l'introduction de certains process, certains savoir-faire, typiquement RH. Alors pour faire un parallèle, là je peux témoigner de l'importance des ressources humaines dans la conduite du changement. Je vais peut-être prendre plutôt l'exemple d'Editis, puisque là, on était vraiment, enfin, on l'est toujours, hein, j'ai quitté le groupe, mais l'arrivée du digital, c'est vraiment, ça a été un gros changement, et potentiellement une remise en question du modèle économique. Mais est-ce qu'il y avait une cécité au sein du CODIR, ou au contraire une lucidité sur l'opportunité et les menaces que pouvait représenter le digital dans le modèle économique d'une maison d'édition qui, de surcroît, faisait ou fait beaucoup de littérature générale? Toi, tu t'occupais de la littérature générale. De la littérature générale. Il n'y avait pas une cécité, il y avait une lucidité, beaucoup d'appréhension, hein, donc pas mal de, non pas résistance, mais pas mal d'appréhension. Peut-être si de la résistance au sens même parfois juridique dans certains procès, etc., contre des mastodontes que je retrouve aujourd'hui, mais sur un autre plan. Voilà. T'es de l'autre côté de la barrière maintenant. T'es passé du côté des méchants. Voilà, je suis passée du côté des méchants. Bon, enfin bref. Et là, très tôt, au niveau de la fonction ressources humaines, sous forme un peu, parfois un peu ludique, j'allais dire, on a mis en place un certain nombre de rendez-vous, et notamment quelque chose qu'on a appelé le printemps du numérique, qui était une série de conférences qu'on a menées très tôt, où on a sollicité en fait les salariés de l'entreprise sur leurs connaissances. On a sollicité en fait des extérieurs, et on a reproduit ça chaque année pendant 4-5 ans. Et donc c'était devenu un rendez-vous un peu incontournable, où pendant un mois, les salariés, alors sur la base du volontariat, les salariés venaient assister à des conférences. Alors le patron du digital de L'Oréal, le monsieur digital de tel ou tel environnement, pour justement faire en sorte que les gens s'approprient en fait ce fameux digital. C'est vrai qu'on y met beaucoup de choses. Et puis ils voient aussi un certain nombre d'opportunités. C'est ce que vous disiez à l'instant. Après, on a travaillé aussi avec un certain nombre d'équipes sur leur vision de l'entreprise à moyen terme. Donc on a développé un programme qui s'est appelé Émergence, où là on a réuni sur une entité qui s'appelle Place des éditeurs, donc qui fait la littérature générale, du pratique, etc. On a réuni une centaine de salariés en leur disant, compte tenu de cette transformation-là, comment vous voyez votre entreprise demain, en termes d'offres, en termes d'organisation, en termes de conditions de travail aussi, dans le sens large, comment on va s'organiser en interne. Et à partir de là, c'est la raison pour laquelle on a appelé ça Émergence. À partir de là, ont émergé un certain nombre de projets qui ont donné des réalisations concrètes, avec des applications, etc., sur les mobiles, et donc qui ont émergé en fait des idées des collaborateurs. Donc je crois que ça passe beaucoup aussi par s'approprier cet environnement, cet espace,
J'allais dire nouvel espace, oui et non, parce que comme vous disiez à l'instant, ça fait partie de nos vies. Donc c'est tout simplement de transformer ça dans l'entreprise. Je suis d'accord sur cette idée qui est que souvent les comportements en entreprise sont plus réactionnaires que ceux que nous avons nous-mêmes, nos enfants, vis-à-vis des nouvelles technologies. Notre appréhension des nouvelles technologies est craintive dans l'entreprise et très positive dans nos vies quotidiennes. J'ai une question pour Jean-Baptiste, Marie et pour Arnaud. Dans vos entreprises respectives, dans les fonctions que vous occupez, est-ce que vous avez eu l'impression que les DRH étaient moteurs ou freins? Allez, cash. Frein. Enfin, frein. Frein, pas intellectuellement, pas frein. Parce qu'en fait, j'ai été recrutée par une DRH qui avait bien conscience du fait que l'e-commerce pour Fauchon était essentiel. Sinon, elle ne t'aurait pas recruté. Sinon, elle ne m'aurait pas recrutée. En revanche, un risque extraordinaire. Colossal. En revanche, frein dans l'appréhension de ce que ça représentait. Donc, c'est-à-dire, en fait, OK, on a un petit site e-commerce dans un coin. Non, c'est pas juste ça. C'est finalement, demain, comment le digital devient un outil au profit de nos clients pour transformer la façon dont nos vendeurs vendent. Quand je leur explique, en fait, aujourd'hui, un vendeur, ils ont du mal à appréhender ça. Un vendeur, aujourd'hui, est souvent moins expert que le client qui vient le voir. Pourquoi ? Parce que le client s'est renseigné sur Internet et donc va être un expert en foie gras. Et donc, le vendeur en face, il va falloir qu'en fait, pour faire vivre une expérience à son client, il y mette ses tripes personnelles, son goût, une chaleur qui va faire que globalement le client va se dire chez Fauchon, certes j'ai appris 2-3 choses, mais surtout j'ai vécu un moment hyper sympa d'échange. Et en fait c'est là où quelque part le digital peut apporter un élément supplémentaire. Alors le digital en magasin, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un des sujets qui est beaucoup dans toutes les têtes en ce moment, c'est comment le digital en magasin peut apporter quelque chose. Il ne faut pas que ce soit du gadget, il ne faut pas que ce soit un écran qui ne marche pas dans un coin, ça ne sert à rien. En revanche, comment ce digital devient un outil au profit des vendeurs pour qu'eux se sentent bien et vendent mieux auprès de leurs clients. Et ça, c'est un des points sur lesquels on est beaucoup en train de travailler. La DRH n'avait pas du tout appréhendé ça, par exemple. Donc pas appréhendé, ça se traduisait comment ? Par quel type de non-action ou de comportement qui n'allait pas dans le sens de cette transformation? Alors, si je reprends mon exemple, effectivement, de l'aide des vendeurs et d'une tablette, par exemple, pour les aider à mieux vendre, elle n'a pas été un support. C'est-à-dire que j'avais en face de moi une directrice des magasins qui considérait que le digital était son premier concurrent. Arnaud parlait concurrent, donc la relation, elle était antagoniste, de compétition. Complètement. Elle avait dressé un mur de Berlin entre nos deux business. Et quand Arnaud parlait tout à l'heure de click and collect, le click and collect, nous, on était assez en retard. Chez nous, c'était prêt. Moi, j'ai même fait l'anticipation des problématiques financières et de rémunération des vendeurs. Je l'avais tout de suite appréhendé. Donc tout de suite, j'ai dit, je vous donne le chiffre. Le chiffre, il est pour le magasin. Même avec ça, ça ne marchait pas. Donc la DRH, elle a mis les barbelés. La DRH n'a pas empêché la directrice de mettre les barbelés. Parce que je pense qu'en fait, elle n'avait pas appréhendé la complexité du sujet. Jean-Baptiste, peut-être quelques éléments de réponse par rapport à tes clients, parce que tes interlocuteurs, ce sont quelles fonctions dans l'entreprise par rapport aux prestations et aux services que tu rends à tes clients? Là, ce sont vraiment les deux, à la fois les patrons opérationnels, du digital, de la distribution, etc., et puis les DRH. Le rôle du DRH, il est clé. Pourtant, je crois que je me souviendrai longtemps de cette expérience, de cette anecdote en tout cas. Un patron du commerce dans une banque ou de la distribution, on avance sur un projet de transformation digitale et au bout d'un moment, je dis mais moi, j'ai toujours pas vu le DRH, c'est quand même aussi son sujet. Et là, il me dit ah non, mais de toute façon, il a rien compris, il va retarder le projet, etc. Donc, ce qui est quand même un peu interpellant sur le positionnement de certains DRH sur le sujet. Voilà. Blandine, je vais t'aider tout à l'heure, parce que bien sûr, la parole sera à la défense après qu'Arnaud ait été notre troisième procureur, et je laisserai la parole à Blandine, mais voilà, j'aiderai Blandine. J'ai bien dit de certains DRH. Pourtant, il est clé. Pourquoi? Moi, j'y vois ceux qui sont dans cette salle, sinon voilà. ils ne seraient pas venus. Il est clé au niveau. C'est pour ça que la salle est pleine. Il est clé au niveau au moins de 3 raisons. Pour reprendre des schémas classiques, le DRH business partner. Au niveau des compétences, il y a un sujet clé entre le digital et les compétences. Il y a une étude qui est sortie cette année de Microsoft qui dit que dans les 5 ans qui viennent, 60% de la population des entreprises devront maîtriser des compétences digitales. Bon, c'est sûr que si le DRH ne comprend pas ce qui est en train de se jouer à l'extérieur en termes de relations clients, etc., il est déjà plus dans son rôle de business partner. Dans son rôle de change partner, on disait il y a suffisamment d'implication dans les modes de travail, etc. C'est quand même de sa responsabilité
responsabilité d'accompagner le management, l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation-là également. Donc là, il joue un rôle vraiment important. Il y a un troisième aspect que souvent, je crois, les DRH ne voient pas. Je vous recommande une étude qui vient de sortir là, il y a une semaine de Roland Berger qui a défini un indice de transformation digitale et qui montre que les entreprises les plus digitalisées, les plus matures sur le sujet, il y a un bien-être dans son poste de travail qui est supérieur à 50% à la moyenne. Voilà. Il y a un vrai lien là aussi, et nous on a pu avoir l'occasion de le mesurer. Les gens retrouvent un nouvel intérêt parce que une nouvelle forme d'exercer son métier, parce que plus de collaboratifs, etc. Donc là aussi, il y a un vrai intérêt pour le DRH à être vraiment sponsor et accompagner ce type de projet. Alors sponsor ou pas sponsor, Arnaud, dans le cadre peut-être de tes deux dernières entreprises actuelles et passées? Je dirais le DRH, il est prudent. Il est prudent. Qu'est-ce qui le rend prudent? Est-ce que c'est le droit du travail? Très clairement, il est prudent parce qu'on touche à des aspects sociaux et donc les décisions qui peuvent être prises peuvent impacter l'entreprise. Je ne vais pas revenir sur un cas récent d'une compagnie aérienne récemment, mais il est vrai que française. Elle ne peut pas être française. Mais il est vrai que les décisions peuvent avoir un impact important sur l'entreprise. Et ce genre de décision, typiquement, de faire une révolution digitale en entreprise, nécessite ce que j'évoquais tout à l'heure, de la conduite du changement, de l'explication, de l'enthousiasme aussi énormément, pour d'abord convaincre, je pense, le DRH, parce que c'est lui qui va aussi avoir un rôle clé, finalement, dans la digitalisation de l'entreprise. Si le DRH n'a pas compris pourquoi on recherche telle ou telle personne, il va avoir du mal lui-même à défendre cette position auprès du PDG, auprès du directeur général. Et moi, je me souviens typiquement, ça date vraiment de quelques années maintenant, aux prémices de Facebook. Après, Facebook s'est pas mal développé. Et puis, on commençait à regarder tous ces réseaux sociaux. Et je me souviens très bien qu'à un moment, on était plutôt dans un plan d'économie en magasin. Et moi, j'arrivais voir mon DRH pour lui demander quelqu'un qui allait poster des choses toute la journée sur des murs Facebook. Donc premier mouvement quand même de recul quand la DRH vient de sortir d'une négociation un peu parfois tendue typiquement, et donc nécessité d'expliquer que c'est des nouveaux rôles, des nouveaux métiers qui émergent, et ça c'est aussi quand même le boulot de la personne qui est en charge du digital de l'entreprise, et il faut cette capacité toujours à convaincre, à enthousiasmer le DRH avant tout, pour lui faire comprendre l'intérêt de ces nouvelles missions, ces nouveaux métiers qui vont avoir un impact colossal sur l'entreprise immédiatement ou plus tard. C'est aussi, bien entendu, des postes qui préparent l'avenir. Et je reviens maintenant plutôt sur le cas Relais et Château, typiquement. On a nommé l'an passé une personne qui est en charge des réseaux sociaux. Voilà, c'était pas le cas jusqu'à présent. Et on travaille maintenant également avec des établissements à travers le monde où tout le monde, finalement, a été un peu impliqués dans le sujet, et donc on demande à tous nos établissements également maintenant de hashtaguer tous leurs événements Relais Château, ce qui nous permet d'émerger les choses. Donc il y a dans des réseaux, il y a l'entreprise elle-même avec le siège, on va dire, et puis dans des réseaux d'indépendants, il faut savoir enthousiasmer, entraîner également vraiment l'ensemble également des indépendants qui ont aussi un rôle également à jouer dans cette partie digitale. C'est vrai que la situation psychologique du DRH, elle n'est pas facile. C'est-à-dire, un DRH peut être amené à downsizer, à gérer la décroissance du business, et puis parallèlement amené à créer des postes et même à y recruter à l'extérieur, et même, ultime provocation, à recourir à des cabinets de chasse de tête pour cela. C'est-à-dire que parallèlement, il doit y avoir des départs, que les reclassements sont difficiles, et il y a du recrutement en externe parce que sur ces populations-là, social media marketeurs, responsables SEO, chefs de projet technique, le marché est pénurique et que l'intervention d'un chasseur comme Blue Search ou un autre est nécessaire. Je reviens juste sur quand même un économiste qui s'appelle Schumpeter qui parlait de destruction créatrice. Il est vrai que le digital aujourd'hui, et on parlait de troisième révolution industrielle, on vit une révolution actuellement qui nécessite des adaptations et des manières de repenser l'entreprise. Voilà. Avant, c'est vrai que je regardais quand je voyageais une carte Michelin. Maintenant, je regarde Google Maps. Voilà, il y a des tas d'exemples comme ça. Avant, je prenais le taxi. Maintenant, je prends de plus en plus Uber, moi, personnellement. Voilà. Il y a des choses
il y a des choses qui nécessitent parfois de s'adapter. Et quand on n'est pas justement suffisamment flexible aussi à un moment et puis volontariste pour s'adapter, on l'a vécu par exemple dans la VPC, eh bien on a des acteurs qui sont entièrement digitaux. J'ai Rue du Commerce à côté de moi, mais typiquement la VPC, on a vu un certain nombre d'entreprises comme Camif par exemple disparaître. Et des entreprises également qui sont en train ou qui font depuis beaucoup d'années une profonde révolution digitale. Des gens comme La Redoute par exemple, ils ont su aussi... Ils ont mis du temps à ça, mais c'est compliqué, c'est des choses qui mettent un peu de temps, mais ils ont su quand même muter leur entreprise. Blandine, la parole est à la Défense. Bigre, quelle image. C'est terrible. Je dirais que, bon, alors déjà, comme tu le disais, ce métier de DRH que je trouve passionnant est un métier de fil de ferriste. Donc on est toujours partagé, on essaie de rester en équilibre et on est toujours partagé entre différentes choses, différentes à la fois des envies, à la fois des contraintes, tu parlais de droit du travail, etc. Bon, donc évidemment, ça commence déjà par la conviction du DRH qu'il faut aller dans ce sens-là. Bon, moi, je sais qu'à titre personnel, je trouve ça passionnant. C'est une évolution fondamentale de la société, donc si on n'accompagne pas ça, je pense qu'on est un petit peu à côté. Maintenant, comment l'accompagner? C'est là où on se retrouve confronté, effectivement, aux limites du droit du travail, etc., aux résistances, aux cas de conscience, effectivement, quand il faut recruter d'un côté ou décruter de l'autre. Bon, ça, on connaît ça par cœur. Je dirais que ça va au-delà de la révolution digitale. Ça dépend de la posture du DRH, c'est-à-dire est-ce que c'est une posture de frein, oui, potentiellement de frein parce qu'on a des contraintes, ou est-ce que c'est une posture déjà de relation client? Enfin, moi, je considère que mon métier, c'est un métier de relation client aussi en interne, et d'autant plus dans cette transformation digitale, parce que les collaborateurs n'attendent pas la même chose, y compris dans leur relation à l'information. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ou plus de 20 ans. Quand on venait me voir il y a 20 ans, a priori, je renseignais sur, je sais pas quoi, le congé parental, le ceci, le cela. Là, les gens viennent avec... ils ont déjà tout lu sur Internet, donc il faut leur apporter autre chose, une autre valeur ajoutée. Donc je dirais que c'est une posture d'accompagnement au changement qui commence déjà plutôt dans le conseil, dans essayer de trouver des solutions au travers effectivement des contraintes qu'on peut avoir et faire en sorte d'accompagner l'entreprise vers de toute façon une transformation qui est incontournable. Voilà, en termes d'organisation du travail, je vous cite une anecdote qu'on vit, mais des choses qu'on peut vivre tous les jours. Moi, hier ou avant-hier, on m'appelle, on me dit écoute, voilà, on fête les 15 ans, etc. Il faut que j'ai une équipe qui travaille la semaine, le dimanche, la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, premier réflexe, évidemment, on a un réflexe droit du travail. On se dit oula, travail le dimanche, autorisation préfectorale, machin, ça va être un peu compliqué. Bon. Comme je ne suis pas dans cette posture de frein, j'ai proposé à la personne, j'ai dit écoute, on va trouver une solution, je ne sais pas encore laquelle, mais voyons-nous. Et voilà, et on va se voir aujourd'hui. Je suis persuadée qu'on va trouver une solution. Quelquefois, elle n'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on est censé faire ou pas faire. Bon, mais ça aussi, c'est notre boulot de gérer des risques et puis d'évaluer ce risque-là par rapport à la nécessité absolue de se transformer. Une réponse un petit peu plus générale. Il y a 5 ans, on a choisi avec Geoffroy Fourgeau, qui était à l'époque DRH de Voyage SNCF, et Christine Laloé, qui était à l'époque DRH de vente privée, de créer le club des DRH du digital. Donc on était bien conscient qu'il y avait une forme de césure, qu'il y avait des DRH qui, culturellement, ne comprenaient pas le digital, que la NDRH, à l'époque, avait un train de retard, elle a sans doute rattrapé depuis, et on a créé un club qui réunissait, qui réunit toujours, qui compte aujourd'hui une 50aine de membres, dont Blandine Langlois, et qui réunit pas seulement les DRH des pure players, DRH de vente privée, DRH de rue du commerce, éventuellement de Pixmania, de la FNAC, mais également réunit les DRH de structures digitalisées, de filiales. Par exemple, il y a le DRH de ITF1. Donc on était bien conscient du fait qu'il y avait une forme de césure culturelle, quelquefois générationnelle, et que certains DRH ne comprenaient pas, soit dans leurs usages personnels, soit dans l'interprétation économique, business partner, que le digital pouvait apporter à l'entreprise, ce que le digital allait changer dans l'entreprise, dans les modes de recrutement, dans la mobilité, dans la formation, etc.
Alors, je pense que ce n'est pas forcément une question d'âge, parce que moi, j'assume d'être de la génération Y et pas forcément passer mon temps sur Twitter. Maintenant, justement, chez Editis, j'avais eu l'occasion de recruter un adjoint qui était complètement là-dedans. Et puis, voilà, je me suis jetée à l'eau en me disant, mais de toute façon, on y va. Enfin, et on s'est beaucoup taquiné à l'époque sur le sujet, mais voilà, ça a été du mentoring. En termes de génération, c'était intéressant. En alors on y va, et on y va comment Jean-Baptiste, peut-être peux-tu illustrer cela en prenant l'exemple d'une intervention que tu as eue auprès d'une entreprise, de l'un de tes clients, sur la partie formation par exemple, auprès des DRH ou auprès du comité de direction. Oui, il y a ce binôme comité de direction et puis RH aussi qui est important. Un des freins qu'on voit dans la transformation, c'est quand le dirigeant où le comité de direction n'est pas complètement aligné sur les enjeux du digital. Moi, j'ai vu des projets commencer avec plein de bonnes intentions digitales et puis finalement revenir à des choses assez classiques. Si le comité de direction n'a pas compris les enjeux, là, c'est difficile. Alors, peut-être en retour d'expérience, moi, ce que je trouve le plus efficace... Donc en France, on le voit, les études encore récentes le montrent, que dans l'usage des consommateurs, on n'a pas de retard. En revanche, dans l'entreprise, il y a un certain retard. Du coup, les learning trips, par exemple, emmener ne serait-ce que 2 jours un comité de direction à Londres, qui est une des capitales du e-commerce, du m-commerce, etc. Les faire rencontrer leurs homologues sur le marché local, etc. Il y a un petit peu un stage d'immersion, un peu comme s'il fallait apprendre une autre langue, là, qui ne serait pas seulement l'anglais, mais qui serait la langue digitale, les usages et les pratiques. Exactement. Les comités de direction sont des saint Thomas, quoi. Ils ont besoin de voir pour croire, quoi. Du coup, ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas un consultant qui va leur donner les bonnes pratiques, leur expliquer ce qui se passe. C'est que des confrères vont leur faire un vrai retour d'expérience déjà de ce qu'ils ont vécu, de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Alors ça, c'est redoutablement efficace. Ils reviennent avec un plan d'action terrible. Voilà, donc ça marche bien. Ça, c'est un premier type de... Vraiment, si ça, au niveau du comité de direction, c'est pas fait, c'est difficile. Il y a un deuxième sujet. On dit qu'il faut un patron du digital qui porte cette transformation, etc. L'acteur principal, c'est l'ensemble des collaborateurs, c'est tous acteurs de la transformation digitale. Ça nécessite juste de nouvelles compétences. Je prends un exemple, le marketing. Le marketing est une des fonctions, je crois, le plus impactée par cette transformation, en tout cas ces nouvelles compétences. Le Mercator, tel qu'on a... Enfin, moi, j'ai été formé au marketing, je crois qu'il est bon à jeter, quoi. Enfin, je caricature un petit peu, mais à peine. Comment je mets en place un plan marketing cross-canal, comment j'utilise les médias sociaux, comment j'utilise le mobile. 100% d'accord avec toi, 30 ou 35% des recrutements qu'on nous confie à nous, à Blue Search, en tant que chasseurs de tête, sont des métiers marketing, et dans 80% des cas pour ces métiers marketing, ce sont des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. Avec de surcroît une hyper-taylorisation, c'est-à-dire que ces métiers sont nouveaux, directeurs du e-commerce, et à l'intérieur de cela, il y a des sous-spécialités SEO, SIM, expert affiliation, expert ICRM. Donc il y a véritablement ici une sorte de gouffre entre la pratique marketing d'hier, marketing grande consommation, et le marketing plus relationnel, tourné client, initié par le monde du e-business et du digital. Oui, tout à fait, Pierre. Il y a des vrais sujets d'expertise, mais n'empêche que sur cette fonction marketing, il y a des compétences qui doivent être partagées maintenant, et du SEO, ça ne doit pas être le sujet d'un seul expert dans l'entreprise. Créer du contenu digital, voilà, ça a des impacts sur le SEO, c'est tout le référencement naturel sur Internet. C'est fondamental, c'est la première vitrine du client, donc tout le monde doit contribuer sur ce canal-là également. Donc vraiment, dans cette transformation, il y a le comité de direction, si ce n'est pas fait, derrière, il y a des freins partout. Et là aussi, moi, je peux témoigner qu'il y a des patrons du digital qui disent c'est dur, le codir, il n'a pas encore très bien compris. Je suis tenu entre l'ancien modèle, la direction marketing, la direction commerciale. Les gens se demandent pourquoi je suis là. Je suis le community manager, je suis le responsable du site e-commerce. Mais contrairement à l'exemple de Fauchon, qui est peut-être intéressant, ton exemple, Marie, où là vraiment, il y a une vue globale. Et au passage, le modèle d'organisation va vers ça, vers des gens où le patron digital n'est pas simplement dans sa fonction responsable du e-commerce, etc. Si je prends l'exemple d'Accor, le patron du digital, qui est l'ancien patron de l'innovation d'Orange, il est patron de la distribution, il est patron du marketing, il est patron du digital et il est patron de tout l'IT. Il y a le sujet de la big data derrière aussi. Donc là, il commence à y avoir des choses qui se passent quand on arrive à ce mode d'organisation.
Parfait. Marie, tu veux dire un mot par rapport à ces problématiques? On posait la question du déclencheur et tu demandais si effectivement les DRH étaient déclencheurs ou pas, ou étaient des freins ou n'étaient pas. Dans mon cas, et je pense qu'en fait ça rejoint... j'ai un actionnaire qui est effectivement extrêmement moteur sur le sujet et qui, lui, a bien réconcilié son usage personnel avec ce que doivent être les entreprises demain. Lui dit, les entreprises qui ne se digitaliseront pas et qui n'intégreront pas le digital dans leur process, quelle qu'elle soit, sont mortes. Donc, à un moment donné, il a tracé la route, et ça, c'est extrêmement facilitateur, même si tout le codir ne suit pas intégralement, et si toute la culture n'est pas intégralement partagée. Et donc, aujourd'hui, ce que lui a orchestré, il m'a donné comme première mission de digitaliser la boîte, et puis finalement, il a dit, non, en fait, on est en train d'orchestrer un changement dont le digital est un des éléments. Donc c'est un changement complet d'organisation. Pourquoi? Parce que typiquement, je vous disais, je ne suis pas directrice des magasins, je les copilote avec le DRH. Donc c'est une organisation qui est un peu hybride, où en fait on est un binôme pour copiloter les magasins. Ça c'est quand même très atypique. Et donc, copilote les magasins avec le DRH. Avec le DRH. Donc, quelque part, ça, c'est quelque chose avec des compétences. Typiquement, il y a des compétences que je n'ai pas du tout. Tout ce qui est en matière sociale et droit du travail. Et, là, c'est lui. Là, c'est lui, absolument. Et moi, je suis plutôt sur le versant commerçant, puisqu'en fait, mon passé était commerçant de physique. Donc, je suis sur le versant commerçant, sur le versant merchandising, sur le versant comment je crée du trafic, comment j'aide à transformer, comment l'acte de vente est transformé lui aussi demain. D'un vendeur qui est, comme je le disais tout à l'heure, perçu comme pas aussi expert qu'il ne pouvait l'être il y a 15 ans. Et donc, en fait, c'est une transformation globale de l'entreprise que nous sommes en train d'orchestrer. Le digital est un élément dans tout ça. Et derrière, effectivement, les systèmes d'information bougent aussi, parce qu'en fait, Internet était un satellite des systèmes d'information avant-hier. Hier, ça s'est rapproché du cœur. Et aujourd'hui, dans la façon dont moi je fais bouger Internet, finalement, ça devient un des cœurs des systèmes d'information de la boîte. Donc, tout est en train de bouger. D'où le fait qu'il faut effectivement, pour le coup, aimer le changement et l'agilité, parce que sinon, ça devient compliqué. On va arriver pratiquement au terme de cette conférence, mais il y a peut-être des petits arrêts de jeu à faire, puisque la conférence dure 45 minutes, on est en fin de mi-temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires par rapport à l'ensemble des propos que nous avons tenus, iconoclastes, critiques, éloges ou questions complémentaires à l'un de nos 4 intervenants? La première question est toujours la plus dure. Moi, j'ai encore dans ma besace quelques questions, donc je vais encore poser une question et puis ensuite... Ah, voilà. Sans micro, vous y arrivez? Franck, vas-y. Oui, mais on peut aussi poser la question à Blandine par rapport à Altarea, parce qu'Altarea est l'actionnaire de Rue du Commerce. Donc, est-ce que chez Altarea, il y a cette acculturation? Est-ce qu'ils comprennent le digital? Alors, pour répondre en tout cas à la question de Pierre, c'est vrai que Rue du Commerce appartient depuis quelques années au groupe Altarea Cogedim. Donc on est sur un tout autre métier en l'occurrence. Et là, le groupe a totalement compris la nécessité de la digitalisation, notamment des centres commerciaux. Et Rue du Commerce fait partie intégrante de cette stratégie-là. Et on a des partenariats qu'on a eus récemment, notamment sur un lancement de centre commercial, Quartz, où il y a des bornes d'achat Rue du Commerce. Donc il y a des travaux en commun sur les différentes entités.
Et aujourd'hui, ça va encore plus loin, puisque Altarea met en place une cellule innovation, digitale, etc., qui va s'appeler Altarea Future. Donc, une espèce je ne sais pas trop comment l'appeler, mais enfin de laboratoire, voilà, c'est ça, de laboratoire sur le sujet. Et toi, Blandine, est-ce que tu travailles, est-ce que tu as des contacts avec la direction des ressources humaines d'Altarea, d'une façon ou d'une autre, sur les métiers, notamment sur les compétences? On a des échanges réguliers et sur un certain nombre de projets, alors là, pour le coup, typiquement de digitalisation de la fonction RH, rue du commerce est utilisée ou va l'être sur certains projets en pilote. Juste pour compléter, l'argument principal auquel le COMEX est le plus sensible, généralement, c'est le chiffre. Je dirais qu'il y a une barrière, entre guillemets, qui est en dessous de 5%. Ça intéresse moins. Et dès qu'on passe la barre des 5% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, le COMEX porte une oreille beaucoup plus attentive. Voilà. Ça, c'est le point majeur. Ensuite, c'est pas simple à faire, mais c'est quand on est au-delà du chiffre d'affaires généré réellement par les canaux digitaux, lorsqu'on est capable de reconstituer le chiffre d'affaires qui a été influencé par finalement les canaux digitaux. Ça, quand on arrive à le faire et que le COMEX, à l'aide d'arguments chiffrés, perçoit que finalement la stratégie digitale a influencé très très fortement le comportement d'utilisateur sur un réseau de distribution, sur un réseau de magasins, sur un réseau hôtelier, là, ça pèse aussi énormément. Quelques éléments de réponse ou des questions complémentaires dans la salle, Jean-Baptiste? Peut-être juste 2 points. Sur les déclencheurs, effectivement, j'identifie 3 choses. Il y a un premier niveau, qui sont celles qui ont la maturité la plus forte, qui a été la logique d'innovation, de prospective, de se dire il faut qu'on se bouge, etc. Bon. Il y a un deuxième niveau, qui aujourd'hui ce qu'on voit, c'est dire voilà, on n'est plus raccord avec les attentes de nos clients. Donc il y a des études qui le montrent, etc. Et puis le troisième niveau, effectivement, et ça c'est dramatique ou dommage en tout cas d'en arriver là, c'est quand ça commence à se voir sérieusement dans les chiffres et de se dire faut faire quelque chose, là faut qu'on ait d'autres pratiques. Et là on commence à se digitaliser, mais c'est souvent quand même un peu tard. Alors après c'est peut-être pas que ça, c'est on va accélérer, on va affecter d'autres moyens encore plus importants pour accélérer la transformation et la mutation digitale. Mais ça veut dire qu'on a commencé. Parce que votre question, c'était comment on démarre. En fait. Donc, le 5%, c'est vrai qu'il faut déjà l'atteindre. Il faut déjà l'atteindre avec une question complémentaire qui est la rentabilité. Parce que 5% du chiffre, c'est bien, mais il faut que ce soit rentable. Exactement. Et tant que ce n'est pas rentable, on vous dit, tu fais 5% du chiffre, mais tu ne gagnes rien, alors écrase. Encore, je fais référence à cette étude qui est sortie il y a 3 jours, je crois, de Roland Berger, qui montre très clairement le lien entre le niveau de digitalisation et le niveau de croissance. Pour le dire dit autrement, les entreprises qui font des croissances de plus de 10%, ça reste rare aujourd'hui dans nos environnements, sont les plus digitalisées. En tout cas, il y a une corrélation très très forte et aussi avec l'innovation. Bon. Après, comment les convaincre, si c'était au niveau de ces chiffres, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, pas pour comprendre les enjeux, mais l'idée c'est de les faire rentrer sur un plan perso aussi. De plus en plus dans les grands groupes, on fait ce qu'on appelle du reverse mentoring. Avec cette révolution digitale, plein de choses s'inversent, les marchés s'inversent, etc. Et puis il y a un sujet bien connu que j'ai entendu, je crois tout à l'heure aussi, qui est le tutorat. Donc c'était les plus expérimentés qui formaient les plus jeunes. Et avec le digital, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre, on va dire, des digital natifs pour caricaturer un petit peu, et qui vont former les execs, le manager. Les anti-masterclass. Ouais, exactement. En rentrant par les outils, donc pour découvrir les médias sociaux, des Pocket, des Feedly, des Scoopit, voilà, et pour commencer à les faire rentrer là-dedans à un titre personnel, et pour qu'ils comprennent aussi les enjeux au niveau de l'entreprise. Ça va être la découverte aussi d'applications de concurrents, de choses comme ça. Donc toute l'idée, c'est de leur mettre quand même la tête dedans, quoi. Puis moi, je rajouterais un élément, en fait. Soit finalement, on arrive à convaincre le COMEX de l'ampleur de la nécessité de la transformation digitale. Et là, quand on a un COMEX qui résiste, c'est un peu compliqué. Donc l'autre, là, pour le coup, c'est plus tactique. La possibilité pourrait être de dire, laissez-nous essayer. Donc il y a aujourd'hui des outils dans le monde digital qui font qu'on peut faire des sites à pas très cher, qu'on peut s'organiser à pas très cher. Donc laissez-nous essayer pour montrer à quel point non seulement ça peut créer du business, mais comme effectivement ce qui est génial avec le digital, c'est qu'on mesure tout. Ça peut créer du trafic si on a des points de vente ou du business complémentaire quelque part. C'est à la fois de la visibilité et de la com
aussi bien que du business direct. Donc finalement se dire, laissez-moi essayer, et on est dans un mode de test, on fait un point dans 6 mois, dans 1 an, et puis si ça marche, là on y va. Ça peut être aussi une façon. Pour terminer cette table ronde, je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table avec 2 questions simples, 1 et 2 mots à chaque fois. Qui est le leader de la transformation digitale? Nommément, quelle fonction, quel métier? Et deuxièmement, si ce n'est pas le DRH, quel est le qualificatif, le rôle du DRH dans cette transformation? Et chaque fois des réponses courtes. Alors, aujourd'hui, le Chief Digital Officer, demain, tout le monde, donc le patron. CEO. Parce que demain, il n'y a pas de digital officer, dans 10 ans, ça n'existera plus, parce qu'il n'y aura plus besoin. Et deuxième question, le DRH doit être moteur. Il doit faire binôme. Jean-Baptiste? Oui, tu me voles un peu la réponse que je voulais faire, mais qui est le leader? J'ai envie de dire toute l'entreprise, et on voit bien que c'est une révolution qui part des clients et qui vient aussi beaucoup, entre guillemets, de la base, voilà, de l'ensemble des collaborateurs en tout cas. Et le DRH, oui, il doit être sponsor, doit accélérer ça. Il doit accélérer ça et être absolument moteur pour tous les bénéfices qu'on a évoqués tout à l'heure. Arnaud? Pour moi, c'est le président. Voilà, c'est lui qui va insuffler tout ça et ça va accélérer la mutation digitale. Et bien sûr, le DRH a un rôle clé dans cette transformation. C'est un accélérateur, c'est un simplificateur. Alors, je vais pas être la situation s'est améliorée. Tu as remarqué que les réponses là maintenant sont très bien positives. Le DRH est devenu accélérateur, moteur, alors que tu étais tout à l'heure le vieux réactionnaire qui complexifiait tout. Hein. Oui, c'est ça. On a réussi à les DRHiser nos évangélisateurs du digital. Oui, c'est ça. Il faut nous rebaptiser en fait, parce que DRH, c'est pas... donc oui, moi je ne vais pas être très originale, donc je pense qu'il faut vraiment que ça commence par la tête. Voilà, de façon ou d'une autre, la convaincre qu'il faut y aller. Enfin, donc après, la tête, c'est le président, c'est un COMEX, et après, c'est diffus dans toute l'entreprise. Et puis, évidemment, le DRH doit être convaincu déjà, passionné par ce genre de sujet et facilitateur, évidemment. Parfait. Écoutez, merci à tous pour votre attention. On va laisser la parole à Arnaud pour la prochaine table ronde. Et merci d'avoir assisté à cette table ronde et merci aux 4 participants qui ont joué le jeu.